L'année dernière, j'ai créé une application mobile qui se rapproche doucement des 10 000 $ de MRR, avec environ 130 000 utilisateurs créés, 50 000 utilisateurs actifs mensuels. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon guide ultime pour créer une application à succès. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Jérémy, j'ai créé une application d'apprentissage de langue qui s'appelle Shinobi. Et on me demande souvent quelles sont les étapes pour créer une application qui marche. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 9 étapes pour créer une application à succès, plus un petit bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, on commence tout de suite. Les 2 premières étapes, je le dis tout de suite, c'est les plus importantes, donc ne les passe pas. Si tu passes à côté de ça, tout le reste, ça servira à rien. Donc la première étape, c'est de trouver une idée d'application, évidemment. Donc pour trouver une bonne idée d'application, déjà, pars de ce que tu aimes. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est là où tu vas avoir de la valeur ajoutée. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, ça va être très compliqué pour une première application. Si tu as déjà des applications qui marchent et que tu as vraiment compris ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu peux te permettre d'aller vers des marchés que tu ne maîtrises pas du tout. Mais si pour le moment, c'est ta première application, que tu n'as jamais réussi à faire une application qui marche, va vers quelque chose que tu connais. Ensuite, il va falloir trouver un problème à résoudre dans cette niche. Je vais donner des exemples juste après, mais sans ça, ton application, elle servira à rien. Une fois que tu sais le sujet sur lequel tu veux te lancer et le problème que tu veux régler, je te recommande quand même de discuter un petit peu avec l'IA. Moi, je recommande Claude. Je trouve que c'est la meilleure IA. Et ça va vraiment te permettre de pouvoir préciser le produit que tu veux proposer. Il ne faut pas oublier que c'est un produit sur lequel tu vas travailler très longtemps. C'est un produit aussi que tu vas proposer à une audience. Il faut vraiment que tu aies une bonne vision, une vision globale du problème que tu vas attaquer. Alors, petit exemple pour illustrer tout ça, admettons que tu aimes la peinture. Le problème que tu veux régler, c'est que les peintres ont du mal à se rencontrer. Donc, tu peux créer une application de réseaux sociaux pour les peintres. Bon, ça paraît un petit peu simple. Donc, en discutant avec l'IA, tu vas peut-être te rendre compte que ce qui peut être plus intéressant, c'est de créer une application pour organiser les vernissages. Donc là, ça peut être un petit peu plus intéressant parce que tu t'attaques à un marché qui est un petit peu plus réduit et surtout, tu targetes un problème qui est précis. Une fois que tu as ton idée et le problème que tu veux régler, la deuxième étape, c'est de faire une étude de marché. Le but, ça va être de voir qui sont les acteurs principaux, de voir aussi s'il y a des niches particulières, voire même des ultra-niches. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, ça va être par exemple une application pour les peintres, pour les vernissages et en particulier pour les vernissages d'art abstrait. Là, c'est vraiment très précis, mais c'est un exemple. Ça va te permettre de voir s'il n'y a pas des sous-marchés qui sont émergents. Si on reprend notre exemple, ça peut être par exemple les tags ou alors la peinture féminine. Ça n'a pas été mis en avant pendant plusieurs siècles. Peut-être que maintenant, c'est plus à la mode. Donc, ça va vraiment te permettre de trouver d'autres idées. Je fais une petite parenthèse pour annoncer que je viens de créer une communauté Skool pour les développeurs et les créateurs d'applications. Dans cette communauté, j'ai déjà posté plein de vidéos et des modules complets sur l'utilisation de l'IA, notamment pour faire des études de marché. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description, j'en reparlerai un petit peu plus tard, on continue la vidéo. Une fois que ces 2 étapes sont faites, et encore une fois je le dis, c'est vraiment les étapes les plus importantes. Si tu ne les fais pas, tu vas perdre 6 mois à développer un produit, le mettre sur le marché, faire le marketing, alors qu'il n'y a juste aucune demande. Donc c'est hyper important de d'abord faire des recherches en amont. Tu vas pouvoir passer à la 3e étape qui est de choisir là ou les plateformes sur lesquelles tu vas développer ton application. En général, je dirais que si tu fais une application B2B, c'est-à-dire que tu vas t'adresser aux professionnels, il faut plutôt te diriger vers le web. Une application mobile, dans ce cas-là, ça ne sera pas très utile. Je prendrai l'exemple par exemple de Mobin. C'est un outil qui permet de voir plein de screenshots d'applications mobiles. C'est à destination des développeurs, des designers, des product managers, et donc c'est vraiment pas à destination du grand public. Et donc ça, c'est seulement un site sur le web. Ils n'ont pas d'application mobile et c'est normal, personne ne va utiliser ça puisque quand on est en train de développer ou de designer, on n'est pas sur son téléphone, on est sur notre ordinateur. Ensuite, si tu fais du B2C, c'est-à-dire que tu t'adresses au grand public, aux consommateurs directs, alors là, il y a 2 solutions. Soit tu fais un produit qui est assez technique, par exemple, ça va être un convertisseur de photos, PNG à JPEG, ça peut être un transcripteur de vidéos YouTube où tu vas mettre un lien YouTube et ensuite avoir la transcription en texte. Dans ce cas-là, je te recommande de plutôt faire, encore une fois, une application web. Par contre, si c'est quelque chose qui est un petit peu plus gamifié, si c'est quelque chose qui est éducatif, etc., là, le mobile, c'est clairement une bonne solution. Les réseaux sociaux aussi, ça en fait partie. Et puis, il y a plein d'autres applications qui peuvent rentrer dans cette case. Globalement, ça, c'est une application que tu peux faire sur toutes les plateformes, même web. Donc vraiment, là, je te recommande de faire sur toutes les plateformes directement. La 4e étape, maintenant que tu sais sur quelle plateforme tu veux faire ton application, ça va être de choisir ta stack. La stack, c'est l'ensemble des technologies, c'est-à-dire les langages de programmation, les frameworks et plein d'autres choses que tu vas utiliser pour créer ton application. La meilleure stack, c'est vraiment
ta stack. En fait, c'est celle que tu connais déjà. C'est les langages de programmation, les frameworks que tu maîtrises déjà. Ça va te réduire la friction pour lancer ton application. Franchement, tu peux lancer l'application avec n'importe quel langage. Si tu veux faire du PHP, tu peux. À partir du moment où c'est supporté sur la plateforme sur laquelle tu veux développer ton application, franchement, fonce, te pose pas trop de questions. Maintenant, si tu connais aucun langage ou framework sur la plateforme sur laquelle tu veux développer ton application, je vais te donner mes recommandations. Globalement, je vais toujours te recommander JavaScript parce que je pense que c'est un des langages les plus simples à utiliser et surtout, il est très cross-platform. Il y a plein de frameworks, donc tu peux vraiment faire n'importe quoi avec. Et surtout, tu vas pouvoir aussi utiliser TypeScript. Donc pour le web, je te recommande d'utiliser Next.js en framework et d'utiliser Vercel pour le déploiement. Pour mobile, je te recommande le framework React Native. Ça va te permettre d'avoir de la portabilité à la fois sur Android, iOS et sur web. Et je te recommande d'utiliser Expo. C'est un outil qui va te permettre de gérer ton code native beaucoup plus simplement. Pour le reste, je te recommande d'utiliser en fait Firebase. Tous les produits de Firebase sont vraiment cool. Il y a toujours des plans gratuits. Donc pour l'authentification, il y a l'authentification de Firebase. Pour la base de données, il y a Firestore. Tu vas pouvoir aussi avoir les analytics de Firebase qui sont assez basiques, mais c'est un bon début. Et après, il y a plein d'autres produits qui dépendent vraiment de ce que tu as besoin. Pour le back-end, si tu en as besoin, je te recommande Node.js, qui est aussi un framework JavaScript, et éventuellement les Google Cloud Functions de Firebase. Pour le CMS, moi, j'utilise Sanity. Je trouve qu'il est très simple, mais il y en a plein d'autres. Si tu veux avoir des analytics un petit peu plus poussés, je te recommande PostHog, qui ont un plan gratuit qui est assez sympa puisque tu as 1 million d'événements par mois gratuits. Donc au début, ça fait largement l'affaire. Pour le système de paiement, la gestion des abonnements, etc., je te recommande Revenu4 si tu as une application mobile. Sinon Stripe, ça marche très bien pour tout ce qui est web. Et après, tu auras besoin peut-être d'autres outils, mais tu verras ça plus tard. En tout cas, pour le début, je pense que c'est assez bien. Tu pourras jeter un œil aussi à Sentry qui va te permettre de pouvoir gérer les logs de ton application et de faire du monitoring. Il y a un tas d'autres outils. Je pourrais m'éterniser là-dessus, mais on va passer à la 6e étape qui est le développement de l'application. Pour le développement, tu vas devoir créer un MVP, c'est-à-dire le Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit minimal que tu peux envoyer en production à tes utilisateurs. Et ce produit-là, il doit avoir au maximum 1 à 2 fonctionnalités clés. Ces fonctionnalités, c'est pas n'importe lesquelles, ça doit vraiment être l'essence même de ton application, c'est la fonctionnalité qui résout le problème de ton audience. Si je prends mon application Shinobi Japanese comme exemple, notre marché, c'est l'éducation et en l'occurrence l'apprentissage de langue. Notre sous-marché, c'est-à-dire notre niche, c'est l'apprentissage du japonais. Le problème qu'on essaye de résoudre, c'est les personnes qui n'ont pas assez de contenu compréhensible à se mettre sous la dent pour continuer d'apprendre le japonais dans du contexte, c'est-à-dire consommer du contenu en japonais, mais qui peuvent comprendre malgré qu'ils ont un niveau qui n'est pas très avancé. Donc pour nous, notre MVP, c'était tout simplement de créer des petites histoires qui sont compréhensibles avec des images pour avoir du contexte et surtout pouvoir cliquer sur chaque mot pour avoir la définition, des exemples et la prononciation. Ensuite, il va falloir développer ce MVP et ça y est, on passe enfin au vif du sujet, il va falloir coder. Alors là, certaines personnes vont préférer utiliser l'intelligence artificielle, d'autres non. C'est aux préférences de chacun. Pour ma part, j'utilisais pas trop l'IA jusqu'à il y a quelques mois où j'ai découvert Claude Code et c'est vraiment un outil que j'ai poncé. Je l'utilise énormément, je l'utilise plusieurs heures par jour. Je dois même prendre maintenant le plan payant à $200 par mois parce que je l'utilise vraiment tout le temps et j'ai vraiment utilisé toutes les fonctionnalités de cet outil et j'en ai fait une masterclass complète sur ma communauté School. Donc encore une fois, si tu rejoins la communauté School, tu auras accès à cette masterclass complète de plusieurs heures dans laquelle je détaille toutes les fonctionnalités de Claude Code et comment l'utiliser au mieux pour coder et faire une application mobile et web. Alors mon workflow pour coder un MVP très rapidement, il est super simple. C'est 4 étapes. La première étape, c'est de faire l'interface utilisateur, c'est-à-dire tout le design de l'application. Pour cette étape, on peut utiliser juste des données statiques pour pouvoir mettre en forme, pas besoin de commencer à créer une base de données tout de suite. La deuxième étape, ça va être d'implémenter la logique, c'est-à-dire tout ce qui va être back-end, API, base de données, voire authentification. La troisième étape, c'est de connecter les deux, c'est-à-dire l'interface utilisateur à la logique. Et la quatrième étape, c'est juste de faire des retouches au niveau du design en fonction des données qu'on va vraiment utiliser et éventuellement des retouches au niveau de l'architecture s'il y a besoin. La sixième étape, c'est la plus importante peut-être, c'est le marketing. Donc là, je pars du principe que l'application a été acceptée sur les stores. Il y a parfois des petites retouches à faire pour être compliant, mais globalement, c'est assez simple de se faire accepter sur le Google Play Store et sur l'Apple Store. Et si c'est une application web, il n'y a pas besoin de se faire accepter, donc c'est plutôt simple. Première étape du marketing qui se fait directement dans la création du produit sur web ou alors directement sur la publication sur les App Store, ça va être de faire du SEO, c'est-à-dire de l'optimisation pour les moteurs de recherche, ou alors de l'ASO, c'est-à-dire de l'App Store Optimization. Le but, c'est de mettre des mots-clés dans le contenu de la page de présentation de l'application sur les App Store ou directement sur le site si c'est une application web pour pouvoir
pouvoir être trouvable soit sur les App Store, soit sur le net. Ensuite, il va y avoir le contenu organique. Alors là, le contenu organique, on peut le faire sur différentes plateformes en fonction de l'audience qu'on target. Si c'est une application grand public, c'est-à-dire B2C, alors là, c'est TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, les formats short, les formats longs. Si c'est B2B, là par contre on va pouvoir utiliser LinkedIn, YouTube aussi parce que c'est pas mal utilisé par les entreprises et les blogs. Donc là le but c'est vraiment de faire du contenu en masse, d'apporter de la valeur. On peut aussi penser à une liste d'emails. C'est vraiment juste envoyer de la valeur et rediriger vers l'application. Et ensuite on va avoir les pubs payantes. Donc là les pubs payantes se font exactement sur les mêmes réseaux que ce que je viens de dire avant pour ce qui est organique. Et on va rajouter aussi Google Ads qui est super intéressant pour les applications B2B et B2C. Dans tous les cas le plus important c'est d'être partout. Il faut que peu importe où va l'utilisateur, il voit des publicités, il voit du contenu de l'application. Sur Shinobi, on crée énormément de contenu, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi. On fait des formats longs et des formats short, donc vraiment, il faut absolument créer un maximum de contenu. On essaie de poster plusieurs fois par semaine, donc il faut vraiment être actif. Il ne faut pas juste poster beaucoup à un moment et ensuite plus poster. Pour l'algorithme, c'est pas très bon. Donc il faut vraiment y aller à fond. Les influenceurs, c'est aussi une solution, mais je le mettrai un petit peu pour plus tard parce qu'il faut quand même avoir un peu de réputation pour pouvoir négocier les prix et avoir quelque chose qui est assez intéressant. Et enfin, il y a l'affiliation qui marche très très bien même dès le début. Le problème, c'est que c'est très dur à mettre en place pour une application mobile, donc je le recommanderais plutôt pour une application web. 7e étape, les retours utilisateurs. C'est vraiment la chose la plus précieuse, surtout quand on débute une application, mais tout au long de l'application. Donc là, ça va vraiment être le focus principal au lancement de l'application. Pour ça, il va falloir faciliter la communication avec l'utilisateur. Première étape, dans l'application, il faut absolument mettre un endroit où l'utilisateur peut rapporter les bugs. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit intuitif et il faut que ce soit pas trop loin de là où est la fonctionnalité principale de l'application. Par exemple, sur mon application Shinobi, notre fonctionnalité principale, c'est les histoires, donc on a un petit bouton pour rapporter un bug dans les histoires. Deuxième chose, une fois que l'utilisateur a utilisé la fonctionnalité principale 1, 2, voire 3 fois, il faut lui mettre un écran de feedback. Cet écran-là, c'est pas un écran pour rapporter un problème, c'est juste un écran pour donner son avis. Donc là, ce qui marche bien, c'est de laisser l'utilisateur noter l'application sur 5 points et aussi de mettre une petite input pour qu'il puisse donner son avis un petit peu plus descriptif. Encore une fois, il faut vraiment que ce soit intuitif, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il ne faut pas que ça prenne trop de temps à l'utilisateur, donc la note sur 5, c'est super rapide. Ensuite, il faut que l'adresse mail du support soit disponible partout, il ne faut pas hésiter à la mettre dans le profil, dans les settings et un petit peu partout dans l'application. Et petit bonus qui peut être intéressant, c'est de créer une communauté. Donc ça marche bien par exemple sur Discord, mais ça peut être aussi un groupe Facebook, ça peut être plein d'autres choses, ça dépend vraiment de l'application. Nous, Discord, ça marche très bien et ça va permettre vraiment de pouvoir interagir directement avec les utilisateurs, ça va permettre aussi aux utilisateurs de discuter entre eux et de parler peut-être de fonctionnalités, de problèmes qu'ils ont sur l'application. Petit bonus pour la communauté, nous par exemple on a lancé la communauté avant que l'application soit en ligne. En fait, on a créé du contenu organique et ça a ramené du monde vers notre communauté Discord. Et à partir de là, on a pu demander à des membres de notre groupe Discord de rejoindre notre groupe de bêta-testeurs. Ça nous a permis de pouvoir d'abord tester l'application sur un petit groupe de personnes avant que ce soit public et ça nous a permis d'éviter par exemple les mauvais avis, etc. parce qu'on a pu directement régler les problèmes en fonction des retours des utilisateurs. Et pour ceux qui veulent mettre leur application sur Android, avant d'envoyer l'application sur le store et d'être accepté, il faut avoir 20 bêta-testeurs. Donc ça peut être très dur à recruter. Donc avoir une communauté, ça permet de trouver 20 AB-testeurs très rapidement. La 8e étape, ça va être le service client. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour la réputation. La chose la plus importante, c'est le social proof. Si par exemple, il y a des mauvais avis sur Trustpilot pour une application web ou une application mobile, s'il y a des mauvais avis sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store, c'est foutu. Il va falloir être super réactif. Donc quand il y a un avis sur les stores, sur Trustpilot, etc., il faut y répondre directement. Il faut répondre aux mails et aux retours utilisateurs en moins de 24 heures, c'est aussi super important. Il faut essayer de régler le problème de la personne parce que s'il y a un mauvais avis, la plupart du temps, c'est soit parce qu'il y a un bug, soit parce que l'application est décevante, soit parce qu'il n'y a pas eu de réponse du support client, etc. Donc il faut absolument régler le problème pour la personne en particulier et ensuite essayer de le régler pour tous les utilisateurs. S'il y a eu un désagrément, s'il y a eu un mauvais avis, il ne faut pas hésiter à donner un petit cadeau. 14 jours gratuits, 1 mois gratuit de la version premium de l'application, quelque chose comme ça pour vraiment s'excuser et aussi rattraper par exemple le mauvais avis. Il ne faut pas hésiter ensuite à demander à l'utilisateur de modifier son avis avec sa nouvelle expérience. Il ne faut pas hésiter à dire à l'utilisateur que c'est une nouvelle application, que les bons avis, ça va vraiment aider à faire croître l'application et donc à régler les bugs et à améliorer l'application. Et c'est dans l'intérêt de l'utilisateur du coup de modifier son avis parce que ce que l'utilisateur y veut à travers son mauvais avis, c'est faire réagir les développeurs, faire réagir les créateurs de l'application pour que l'application s'améliore et enfin pouvoir utiliser l'application. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'utilisateur il a un problème et il essaye de le
régler. La 9e étape, et ça peut arriver, c'est de devoir pivoter ou d'abandonner. Alors très souvent, c'est très dur de savoir quand est-ce qu'on doit pivoter, quand est-ce qu'on doit abandonner, mais en fait c'est très simple. Si l'application ne marche pas, mais qu'à travers les retours utilisateurs, on trouve une utilisation détournée, il faut absolument pivoter vers ce détournement. En d'autres termes, ça veut dire remodeler l'application pour qu'elle corresponde exactement à ce que les utilisateurs attendent de cette application et à la façon dont ils l'utilisent. Si par contre l'application ne marche pas et qu'il n'y a pas de raison de pivoter, alors là il faut se poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que la première et la deuxième étape de cette vidéo ont bien été respectées, ont bien été faites? Est-ce qu'il y a vraiment un marché? S'il y a vraiment un marché et qu'il y a vraiment une demande, alors le problème, c'est soit le marketing, soit l'application, mais en tout cas, c'est une mauvaise implémentation. Et encore une fois, si cette première et deuxième étape ont bien été faites, il peut y avoir une autre raison, c'est la découverte, par exemple, d'une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est pas si facile que ça de s'implanter sur le marché parce qu'en fait, les autres acteurs ont un avantage compétitif. Là, encore une fois, plusieurs solutions. Soit on essaie de trouver une solution pour casser cette barrière, soit on passe à autre chose et on fait une autre application tout simplement. Sinon, l'autre solution, c'est qu'on se rend compte que la première et la deuxième étape n'ont pas bien été faites et qu'en fait, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché et il n'y a personne en fait qui télécharge l'application, que le marketing, même s'il est bien fait, on se rend compte qu'il n'y a personne vraiment qui a besoin de cette application. Donc là, encore une fois, il faut passer à autre chose. Donc pour résumer rapidement ce point qui est souvent une période un petit peu compliquée, il peut y avoir que deux problèmes. Soit la première et la deuxième étape n'ont pas bien été faites et au final il n'y a pas de demande et il n'y a pas de marché. Ou alors il y a vraiment un marché, il y a vraiment une demande et dans ce cas-là il faut continuer. Il y a juste un problème d'implémentation. Le marketing est peut-être pas bien fait, l'application est peut-être pas bonne, mais dans tous les cas il faut continuer, il faut se former sur le marketing, il faut essayer d'améliorer l'application avec les retours utilisateurs, il faut appeler les utilisateurs, il faut parler avec eux, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Si personne télécharge l'application, on sait déjà que le problème vient du niveau marketing. Si les gens téléchargent l'application mais ne reste pas, l'application a un problème et dans ce cas-là, il faut parler avec les utilisateurs qui quittent l'application pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les a fait quitter ou du moins pourquoi ils ne sont pas restés. Allez, je vais quand même rajouter un 10e point parce que j'aime bien les chiffres arrondis et ensuite on passera au bonus. Le 10e point, c'est les A/B tests. Alors ça, c'est clairement pas quelque chose à faire au lancement de l'application, c'est quelque chose qui va venir plus tard. Il faut d'abord bien vérifier que l'idée est validée et ensuite avoir pris tous les retours utilisateurs en compte. Ensuite, une fois qu'on a une base d'utilisateurs qui est assez importante et surtout qu'on a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui entrent, parce que la plupart du temps les A/B tests se font sur les utilisateurs entrants, puisqu'on verra que la rétention n'est pas très importante en fait sur une application, donc il faut directement faire les A/B tests sur les nouveaux utilisateurs. On va pouvoir mettre en place des tests qui vont permettre de tester deux versions différentes d'une fonctionnalité de l'application pour pouvoir voir laquelle marche le mieux et comme ça améliorer petit à petit l'application pour améliorer notamment la rétention, c'est-à-dire la période sur laquelle l'utilisateur utilise l'application avant de l'abandonner, l'engagement, c'est-à-dire le nombre de sessions par utilisateur, combien de fois l'utilisateur revient sur l'application, est-ce que c'est une fois par semaine, est-ce que c'est 4 fois par jour, donc là on va essayer d'augmenter ça au maximum, et enfin ça va être la conversion, c'est-à-dire convertir un utilisateur gratuit en utilisateur payant. Et enfin petit bonus, alors c'est pas vraiment une étape mais c'est une question que beaucoup de monde se pose en faisant une application. Quand on voit les 10 étapes que je viens de dire, on peut se dire mais comment je vais faire pour développer l'application, faire le marketing, faire des A/B tests, faire une étude de marché? C'est compliqué. Donc la solution que je peux recommander, c'est éventuellement de s'associer. S'associer avec quelqu'un qui s'y connaît très bien, par exemple en marketing si on est développeur. Pour ma part, moi ce que je maîtrise c'est le développement, c'est les A/B testing, etc. Donc je me suis associé pour tous les produits que j'ai fait avec des personnes qui sont très très fortes en marketing, ce qui me permet de pouvoir me concentrer pleinement sur le développement du produit, l'itération, la conversation avec les utilisateurs, le retour utilisateur, la gestion de tout ça, et ensuite d'avoir quelqu'un qui s'occupe à fond sur le marketing, l'image de l'application, l'étude de marché, trouver des nouvelles idées, des nouvelles fonctionnalités, améliorer l'offre, etc. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'ai créé une communauté Skool pour les créateurs et les développeurs d'applications, mais aussi les marketeurs. Mon associé fait partie aussi de cette communauté, donc tu trouveras peut-être toi aussi ton associé dans cette communauté. Pour te résumer ce que tu vas retrouver sur cette communauté, bien évidemment, tu vas pouvoir interagir avec d'autres créateurs d'applications, interagir avec moi et mon associé. Tu vas avoir accès à des modules complets sur le développement d'applications. Et il y a un petit module aussi sur mon application où je partage tout en toute transparence, toute l'évolution de l'application, que ce soit le MRR, le nombre d'utilisateurs, les nouveaux A/B tests qu'on met en place, les résultats de ces A/B tests et plein d'autres choses, comme par exemple notre admin panel, la façon dont on récupère les analytics, notre data warehouse, c'est plein de choses que je détaille dans cette communauté, dans des modules spécifiques. Donc encore une fois, si tu veux nous rejoindre, je te mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une des étapes que tu voudrais que je détaille un petit peu plus. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.